Shrek. Shrek, c'est le film signature de DreamWorks. Mais avant de devenir le joyau du studio, eh bien c'est un livre pour enfants. Voilà. Alors le livre, il n'est pas extraordinaire. En tout cas, avant de connaître le succès et avant d'en arriver à Shrek, le studio a connu une sacrée aventure. Il est maintenant temps pour moi de vous raconter la merveilleuse histoire de DreamWorks. Et je vais aussi en profiter dans cette vidéo pour vous annoncer la bonne nouvelle, le lancement de mes studios. Ça s'appelle Boudouni Studio, c'est la raison de mon absence là ces derniers mois, et je vous en reparle dans cette vidéo. DreamWorks. L'idée qui se cache derrière ce studio, c'est un pari impossible, celui de faire mieux que l'incontournable Disney. C'est cette volonté qui les a guidés jusqu'à Shrek. DreamWorks, c'est aussi Fourmise, Le Prince d'Égypte, Madagascar, Kung Fu Panda, Dragon, Le Chapeauté, que des films qui, au fil des ans, ont construit la légende du studio. Bon, et à côté de ça, il y a aussi des bails, voilà. Tu croyais que j'avais jamais vu de toilette, c'est ça? Ouais, c'est un peu éclaté, mais on va parler de tout ça. Nous sommes dans les années 90. C'est avec le temps, faut voir les choses dans notre œil. Au cœur de Beverly Hills. Sur place, il y a des dizaines de journalistes. Mais des gros yeux comme ça, et ils sont là pour participer à une conférence de presse. Elle est organisée par ces trois gars qui annoncent avec fierté la création d'un nouveau studio. DreamWorks SKG. Alors pourquoi SKG? S pour Spielberg. Je t'aime. K pour Katzenberg. C'est lui là avec sa tête. Et enfin G pour Geffen. Leur but, c'est de rivaliser avec les plus grands, Universal, Paramount, Warner et bien évidemment Disney. Ouais, mais Universal, avec la naissance Warner de ce nouveau Disney, studio, ils deviennent enfin indépendants. Disney, en vrai, je pense. Maintenant, parlons de Steven Spielberg. On est dans les années 90, Spielberg, il est au sommet. Spielberg, c'est déjà les Dents de la Mer. Sortez tous de là! À ce moment-là, Spielberg, c'est aussi E.T. Et bien sûr Jurassic Park. T'imagines l'époque de nos parents, ça c'était genre... Et il vient tout juste de remporter un Oscar pour La Liste de Schindler. I have friends who have won this before. And I swear, I have never held one before. This is the first time I've ever had one of these in my hand. Mais depuis plus de 10 ans, il n'est plus seulement réalisateur. Spielberg est devenu un grand producteur en créant aussi sa propre boîte, Amblin. Et puis Steven, il a une autre passion, qu'il n'a pas encore vraiment développée. I'm so in love with the Disney animators, why I think animation is the father of cinema, live action cinema. I think all directors should be animators first, because you really can take the imagination and become something tangible. It's just something you can hold in your hand. You can say, "Can you see this? No? Well, I can." Et ça tombe bien parce qu'à cette époque, l'Angleterre souhaite développer son industrie du cinéma. Alors il propose des aides et des avantages aux studios étrangers qui viennent s'installer dans le pays. Et c'est ce que va faire Spielberg. Il va en profiter pour fonder son studio d'animation. Ça s'appelle Amblimation, et il est basé à Londres. Will create for us my dream, which is to have for the rest of all of our careers a thriving animation studio somewhere in the world. Bon, clairement dans le trio SKG, Spielberg c'est la star. C'est la caution créative et artistique du trio. Et il est ce pourquoi les talents dans le monde de l'animation et du cinéma vont être attirés par ce nouveau studio. Et dans l'organisation, il est à la tête de DreamWorks Pictures. C'est la branche des films en live action, en prise de vue réelle. Et son but à lui, c'est de développer des projets indépendants et audacieux. Comme par exemple, Il faut sauver le soldat Ryan. Voilà, c'est un exemple des films audacieux que Spielberg a produit avec DreamWorks SKG. Mais revenons à cette conférence de presse. Ici, on a David Geffen, l'aîné des trois monsieur. David, c'est un faiseur de tubes. C'est un mastodonte dans l'industrie musicale. Dans les années 70, il a participé au succès du groupe de rock américain The Eagles, ou encore de Bob Dylan. Il a fondé son propre label en prenant sous son aile des artistes comme la reine du disco Donna Summer, John Lennon des Beatles, il y a des bonnes musiques quand même. Comment différent de ce qu'on a, ou encore la référence ultime des années 90, Nirvana. Le rock et tout, j'aime pas, mais ça, à côté de ça, il a aussi produit des films de Martin Scorsese et Tim Burton. Il produit aussi des comédies musicales comme Dreamgirls ou même Cats. Et forcément, avec un succès pareil, il est blindé. Donc Geffen, c'est la caution sécurité financière du trio.
Et bien sûr, chez DreamWorks, ils décident de créer une branche dédiée à la musique, qui fonctionne d'ailleurs comme un label. Mais avec Geffen et Spielberg, il y a celui qui va le plus nous intéresser dans cette histoire. C'est Jeffrey Katzenberg, le plus jeune des trois. C'est lui qui va gérer la branche animation de DreamWorks. Et c'est cette branche dont on va parler dans cette vidéo. Alors, c'est bien simple, il est déjà l'un des hommes les plus influents dans l'industrie du cinéma d'animation, et c'est pas pour rien. Jeffrey Katzenberg, il est né à Manhattan dans les années 50. Il est né d'une mère actrice et d'un père dans la finance. Bon mélange pour entrer dans le showbiz. Alors après une scolarité plutôt moyenne, il quitte les bancs de la fac pour se consacrer à la politique. Voilà, il vient d'ajouter le dernier ingrédient qui lui manquait. Au début des années 70, il soutient le maire de New York dans la course à la présidentielle, qui perd avant même d'avoir pu se présenter. Alors c'est pas grave, avec cet échec, il se dit que la politique, c'est peut-être pas fait pour lui. Et maths. Alors il va tenter autre chose d'un petit peu similaire, le show business. Il se fait engager chez Paramount dans les années 70 aux côtés du producteur Michael Eisner, qui va devenir son mentor. Jeffrey Katzenberg, il a 25 ans, il bosse comme un dingue, il déborde d'énergie et d'idées, alors il gravit les échelons petit à petit jusqu'à ce qu'on lui propose de produire Star Trek, le film, une adaptation de la série télévisée. Et alors ce film, eh bien c'est un immense succès, et c'est grâce à ça qu'il va être nommé à la tête de la production de Paramount au début des années 80. Et quelques années plus tard, son boss, Michael Eisner, quitte la Paramount pour devenir le PDG de Disney. Voilà. Alors Katzenberg, il va suivre son mentor et il va être nommé président de Walt Disney Pictures. À ce moment-là, il n'a aucune compétence en animation. En vrai, le seul truc qui l'intéresse vraiment, c'est relever des défis. Et Disney, dans les années 80, ah mon pote, c'est un sacré défi. Le studio, il va pas très bien, mais tranquille. Disney va renouer avec le succès, en partie grâce à Katzenberg et des succès comme Pretty Woman ou encore Qui veut la peau de Roger Rabbit, film qui mélange animation et prise de vue réelle et qu'il coproduit avec un certain Steven Spielberg. Et oui, c'est leur toute première collaboration. Les deux hommes s'étaient déjà rencontrés fin des années 70 dans les studios de Paramount, quand Katzenberg y travaillait encore avant qu'il ne soit chez Disney. Leur relation va se consolider au fil des ans et surtout au fil des succès de Steven Spielberg, comme par exemple Indiana Jones et le Temple Maudit, distribué donc par la Paramount. Mais il faut attendre encore un peu avant que leur relation passe au level supérieur. D'abord, on l'a déjà dit, Katzenberg, qui a tourné la page Paramount, lui il veut remettre Disney au top. Et le film qui va y contribuer, dans lequel il y croit à fond, c'est La Petite Sirène. Et pour ce film d'animation qui est en partie musical, eh bien Katzenberg il va demander conseil à son ami qui est dans la musique, David Geffen. David, c'est son gars et ils se connaissent depuis des années. Et là, il lui file 2-3 idées de noms pour composer la BO de La Petite Sirène. Voilà, donc par exemple la chanson Partir là-bas, c'est un petit peu grâce à Geffen. Si l'homme marche, si l'homme court, s'il peut sur terre rêver au grand jour. Après ça, les réussites s'enchaînent. Katzenberg fait renaître le studio. Alors bien sûr pas tout seul, il a une équipe de tarés. Ensemble, ils produisent La Belle et la Bête, ils produisent aussi Aladdin, et surtout, on est en 1994 quand il produit Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est un succès intersidéral qui va rester le plus important succès de Disney pendant près de 20 ans. En 10 ans, Jeffrey Katzenberg remet Disney à flot. Il fait même mieux que l'époque où Walt Disney lui-même était encore vivant. Alors avec tout ça, bien évidemment, il s'attend à une promotion. Mais ça ne vient pas. Le lion, jamais. là. Lui, au fond, ce qu'il veut, c'est être le numéro 2 des studios. Un président exécutif. Et tout le monde le sait que c'est son objectif. Même son boss, son mentor, Michael Eisner. Il le sait, oui, mais il trouve que son protégé, que son apprenti, a pris la grosse tête. Alors au final, Michael Eisner va embaucher un mec externe à Disney pour occuper ce poste. Michael Eisner, chairman of the Walt Disney Company, refused to promote Katzenberg to the number 2 corporate job. Et cet acte, pour Katzenberg, c'est une trahison. C'est trop, il a le seum, il se casse de chez Disney. Katzenberg said he doesn't know where he's going yet. Alors bien sûr, il les déteste, il déteste Disney, mais maintenant, il sait un truc. Il sait qu'il est méga doué, que ses films sont des cartons. Alors pas de regret, petit message d'adieu. I'm not sure I can ever tell you how much it means and how much I love being part of your family and how proud I am to have been a part of these movies with the best in the world. Thank you. Et si Disney ne veut pas lui donner la place qu'il mérite, aucun problème. Il va aller se la chercher tout seul. Alors, tout seul avec le copain David Geffen et l'autre copain Steven Spielberg. Voilà, ça peut aider. On n'a pas les mêmes potes. À ce moment, ces deux-là sont déjà au top, alors pourquoi pas créer un nouveau studio. Geffen a moins de projets en cours, Spielberg cherche un nouveau défi, banco. Le trio se rencontre, discute du projet et pose 3 conditions. La première, c'est que DreamWorks ne fera pas plus de 9 films par an. La seconde, c'est qu'ils pourront, s'ils le souhaitent, travailler avec d'autres studios. Et la troisième, c'est qu'ils seront rentrés le soir pour le dîner.
pas question de taper un burn-out, ils sont pas tout jeunes non plus et ils ont envie de mettre en avant une nouvelle manière de travailler. L'expérience Une de la méthode vie. plus respectueuse des équipes et de l'équilibre pro-perso. Ils savent ce qu'ils Voilà. veulent. Alors les trois copains sont OK et milieu des années 90, DreamWorks SKG voit le jour. Donc on récapitule très vite, DreamWorks SKG c'est un studio divisé en 3 branches. La première c'est DreamWorks Pictures, la partie live action dirigée par Spielberg, qui fait des vrais films quoi. DreamWorks musique. Records, la maison de disques gérée par Geffen, et DreamWorks Animation, la fameuse branche gérée par Katzenberg. Et encore une fois, c'est celle-ci qui nous intéresse. L'entreprise s'installe dans les locaux d'Amblin, la boîte de prod de Spielberg, et l'aventure peut enfin C'est commencer. quoi, ça La branche animation des studios, DreamWorks Animation, ouvre ses portes. C'est la branche principale de la boîte, c'est celle qui est censée rapporter le plus d'oseille. C'est la locomotive. Elle est conduite par Katzenberg, qui s'entoure de talents d'Amblimation, le studio d'animation de Spielberg. Et quelques artistes qui démissionnent de chez Disney pour rejoindre le studio. Pour compléter son équipe, Katzenberg se tourne vers une entreprise en particulier, Pacific Data Image, une boîte américaine spécialisée dans l'animation sur ordinateur. À ce moment-là, ce sont des pionniers du domaine. Ils bossent surtout avec la télé, mais nous, on les connaît pour la création du morphing, par exemple. Voilà, le morphing c'est ça, la transformation des visages, comme dans Terminator 2 ou le clip de Michael Jackson, Black or White. Ou cette pub de Panasonic où une caméra se transforme en George Lucas. En tout cas, Jeffrey s'intéresse à une boîte pareille parce qu'à cette époque, Toy Story vient de sortir. Vers l'infini et au-delà. C'est une création made in les trucs Pixar sur ça, les et Pokémon. coproduite par Disney. L'ennemi. C'est pour l'instant le seul film d'animation en 3D, mais il décroche la mâchoire du monde entier. Hop, petite vidéo sur le sujet si vous voulez aller la voir, toute l'histoire de Pixar y est. Katzenberg, il a bossé dessus quand il était chez Disney, et cette technique d'animation en image de synthèse 3D, il y croit dur comme fer. Du coup, il va racheter Pacific Data Image pour exploiter à fond cette technologie, et il décide d'installer toutes ses équipes en Californie, à Glendale, dans la banlieue de LA, au plus près de l'action. Maintenant qu'ils sont sur place, il faut être plus rapide que la concurrence. Il se c'est donne stylé. pour objectif de réaliser 2 films tous les 18 mois. C'est un rythme démesuré, mais Jeffrey en est convaincu. DreamWorks rencontrera le même succès Des que films tous les Disney et 10. Pixar. Alors pour ça, il ne doit surtout pas copier Disney, mais créer son propre style. Avec DreamWorks, il va décider de s'adresser à un public plus mature. Et à ce nouvel objectif, Katzenberg ajoute sa recette miracle, celle qu'il a déjà appliquée chez Disney. Traditionnellement, dans le monde de l'animation, les scénaristes imaginent les histoires à partir des dessins. Mais avec Jeffrey, ça ne sera pas le cas. Là, l'idée, c'est de produire les dessins animés comme on produit des films à Hollywood. Chez DreamWorks, on bosse d'abord l'histoire et les personnages avant de commencer le dessin. Toute la production tourne autour de l'histoire, c'est elle qui prime. Ensuite, Katzenberg, il tient à faire composer les BO des films par de grands compositeurs, comme Hans Zimmer, qui a bossé sur le Roi Lion. Et en plus de la BO, il va aussi faire doubler ses personnages par des célébrités. Et cette méthode, le studio le met direct en œuvre sur 2 projets développés en parallèle. Le Prince d'Égypte, un film en animation 2D, mais aussi Fourmise, qui lui est en 3D et qui est le premier du studio. Fourmise, c'est l'histoire de Z4195, ou Z, une fourmi ouvrière amoureuse d'une princesse qui va se retrouver un peu malgré lui à la tête d'une révolution contre le méchant général Mandibule. Le soldat veut vivre pour la colonie, se battre pour la colonie, mourir pour la colonie. Ce mec est complètement dingue. Le film est réalisé dans l'urgence, en seulement 18 mois. Parce que Katzenberg a une idée en tête, il sait qu'un certain film se prépare du Une côté patte. de Disney et de Pixar. Ce film, c'est 1001 pattes. Oui, voilà, on ne Incroyable peut pas film nier à la voir. ressemblance. Et Katzenberg sait bien ce qu'il fait. En reprenant l'univers des insectes de chez Disney, il cherche à leur couper l'herbe sous le pied. Voilà, donc il veut absolument sortir son film avant 1001 pattes. Alors il va faire bosser ses équipes comme des fous. Très vite, la promesse de base là, de rentrer le soir pour dîner, ça tombe à l'eau. Et le pari est réussi. Fourmise sort en salle aux États-Unis 1 mois avant 1001 pattes. Et c'est un immense succès. Cette partie-là, elle pourrait clairement être dans une vidéo les coups de du cinéma. Et ce succès, on le doit entre autres au fait que le film aborde des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir dans un film pour enfants, comme les tensions entre différentes classes sociales, bien représentées parmi la colonie de fourmis. Avec ce carton au box-office, les animateurs peuvent enfin respirer. Mais Katzenberg, lui, il ne perd pas son seul objectif de vue, dépasser Disney. Et malheureusement, si Fourmise est un sacré tour de force, 1001 pattes finit par sortir et le film est un vrai triomphe. Alors pour l'instant, Disney reste devant. C'est plus tard que DreamWorks va commencer à se rapprocher des chiffres de Disney avec par exemple Shrek, Dragon, Le Chapeauté ou encore Kung Fu Panda. Mais pour le moment, on n'y est pas encore. En tout cas, Jeffrey Katzenberg, il est têtu et il est loin d'avoir dit son dernier mot. 2 mois après Fourmise, le 2e film de DreamWorks, en 2D cette fois, sort au cinéma.
C'est donc Le Prince d'Égypte qui raconte la vie du prophète Moïse, une figure centrale de l'Ancien Testament. Ce film, il est co-réalisé par une femme, Brenda Chapman, qui entre parenthèses réalisera aussi Rebelle pour Disney plus tard. Elle est l'une des pionnières dans le monde de l'animation qui a souvent tendance à réserver les postes créatifs aux hommes. En tout cas, avec Le Prince d'Égypte, on est vraiment dans de l'anti-Disney. Pas d'animaux qui parlent, des graphismes réalistes, un ton adulte, des références historiques, c'est pas trop gaulerie quoi. Ouais. Et il faut dire que les équipes de DreamWorks D'accord. ont pris le truc hyper au sérieux. Elles ont consulté des centaines d'experts en religion pour s'assurer que le scénario soit bien fidèle à la Bible. Certains animateurs se sont même rendus en Égypte pour que leurs dessins soient les plus réalistes possibles. Mais même ce niveau de détail, ça ne va pas empêcher le film d'être interdit aux Maldives. La population des Maldives est principalement musulmane, et dans l'islam, on ne représente pas les messagers de Dieu. Et Moïse est un messager de Dieu. Voilà, donc j'aurais pu en parler du Prince d'Égypte dans ma vidéo sur les films interdits dans le monde. Mais vous vous en doutez, c'est pas une interdiction aux Maldives qui va plomber les recettes du film. Le Prince d'Égypte va rapporter le triple de ce qu'il a coûté. C'est un immense succès. Et puis la chanson du film, When You Believe, va remporter l'Oscar de la meilleure chanson originale. Stephen Schwartz for When You Believe from The Prince of Egypt. Petit extrait. When you believe. Voilà, stop, je peux pas plus, désolé. Ce film, c'est le deuxième film seulement de DreamWorks, et déjà un Oscar. Ça permet clairement au studio d'être pris au sérieux dans le monde de l'animation. Bien que ce soit le seul film en 2D des studios qui va vraiment marcher. La dégringolade commence très tôt avec Joseph, le roi des rêves, qui raconte l'histoire de Joseph, un autre personnage de l'Ancien Testament. Déjà, ils savent en interne que le film il est pas ouf. Voilà, le bail il sort directement en DVD. Et le problème, c'est que ce film, il est forcément comparé à son grand frère, le Prince d'Égypte. Et il ne tient pas du tout la comparaison. Et la même année, DreamWorks sort un autre film en 2D, au cinéma ce coup-ci. C'est La Route d'Eldorado dans lequel on suit Miguel et Tulio, deux amis espagnols au XVIe siècle qui partent à la recherche d'une légendaire contrée appelée l'Eldorado. Tulio, regarde, la carte d'Eldorado. La cité de l'or, c'est peut-être notre destin. C'est pas un mauvais film, c'est plutôt drôle. Miguel et Tulio s'inspirent de Joey et Chandler dans Friends. La bande-son est signée Hans Zimmer, les chansons Elton John. Franchement, sur le papier, il y a du potentiel. Mais vas-y, l'humour du film est trop adulte aux yeux des parents, qui se sont un petit peu refroidis par certaines allusions. Monseigneur Eh oh Les grands maîtres. Qu'est-ce qu'il va penser s'il trouve l'un des dieux comme ça avec moi? Quel vénard. Voilà. Et en plus, la même année, du côté de chez Disney, c'est Cusco, l'empereur mégalo, qui sort au cinéma. Alors là, c'est frais, excentrique, coloré, et ça remporte bien plus de succès. Alors, dommage pour La Route d'Eldorado qui fait perdre pas mal de thunes à DreamWorks. Après ça, le studio sortira encore 2 films en 2D, Spirit, Les Talons des Plaines, qui va faire un flop, malgré une animation sublime et une mise en scène atypique. Il aura le droit à sa présentation pendant le Festival de Cannes. Cette année, c'est Spirit, un cheval Mustang sauvage des plaines de l'Ouest américain, qui est présenté par les studios DreamWorks de Steven Spielberg. C'est la 2e fois en 55 ans qu'un dessin animé est présenté hors compétition au Festival de Cannes. Spirit, c'est aussi un gros budget, c'est des chansons signées par le rocker Bryan Adams. Voilà, extrait très rapide, désolé encore. Mais tout ça, ça n'a pas permis à Spirit de connaître le succès. Voilà, quand ça veut pas, ça veut pas. Et ce qui va achever la branche 2D des studios, c'est Sinbad, la légende des 7 mers. La critique, elle est brutale. L'animation est inconsistante, le ton est incohérent, et globalement, le film n'a aucune originalité. Voilà, comme ça c'est réglé. Katzenberg y finit aussi par se rapprocher d'un studio britannique assez connu, Aardman Animation, spécialiste du stop motion. Le stop motion, c'est cette technique de réalisation image par image, comme dans L'étrange Noël de Monsieur Jack par exemple. Que vois-je? Des flocons blancs dans l'air. Que vois-je? Un film que Katzenberg a d'ailleurs coproduit. Et leur truc là dans ce studio, chez Aardman, c'est la pâte à modeler. DreamWorks et Aardman finissent par bosser ensemble et ça donnera Comment ça s'appelait Chicken ça Run. Chicken Run. Truc de film de Monofa. Il y a aussi Wallace et Gromit, Wallace et le Gromit. mystère du lapin-garou. Et le dernier, ce sera Souris City. Mais l'échec de ce dernier sonnera le glas de cette collaboration. Terminado le featuring DreamWorks Aardman. Tant pis, mais c'est pas grave, parce que leur avenir, il se joue ailleurs. Et plus précisément, dans un marais. Cucherai. Les origines de Shrek, elles remontent bien avant la naissance de DreamWorks. Elles démarrent avec Steven Spielberg. Je t'aime. Et un jour, Steven, il a une idée. En fait, il y a un petit livre illustré pour enfants qui retient son attention.
C'est celui-là, celui que je vous ai montré en début de vidéo. Le bouquin, il est signé William Steig et il raconte l'histoire d'un ogre vert. Et cette histoire, elle plaît énormément à Spielberg. Le titre de ce livre, c'est Shrek. Le papa des Dents de la Mer a un flair incroyable puisqu'il obtient les droits du livre moins d'1 an après sa sortie. Et pour faire de ce livre pour enfants un long métrage d'animation en 2D, oui parce que là, pour le moment, l'adaptation c'est une adaptation en 2D qui est prévue. Spielberg veut voir Bill Murray, la star d'SOS Fantôme, dans le rôle principal. Alors cette idée de long métrage d'animation en 2D ne se fera pas, et des années plus tard, Spielberg finira par ramener le projet au sein de DreamWorks. Et là, Katzenberg le sent aussi. Shrek, ça peut être le succès, capable de faire passer le studio dans une autre dimension. Alors Katzenberg reprend le projet de Spielberg et il le confie à ses meilleures équipes. Pour adapter l'histoire de l'ogre, il recrute 2 scénaristes qu'il a rencontrés chez Disney, Ted Elliott et Terry Rossio. Les 2 messieurs que vous voyez là, ils collaborent étroitement depuis des années, et on leur doit notamment le succès d'Aladdin. Ensuite, il confie la réalisation à Andrew Adamson. Andrew, il est animateur et là, ce sera sa première expérience en tant que réalisateur. Mais Adamson ne sera pas tout seul puisqu'on lui associe Vicky Jenson. Une artiste qui travaille sur le développement de Shrek depuis des années déjà. Avec Andrew Adamson, elle va innover sur plein d'aspects. Déjà visuellement, sur Shrek, les animateurs 3D se sont butés. Et les rendus sont beaucoup moins plastiques que tout ce qui a été fait auparovant. C'est vrai que c'est bien poussé en regardant les images. Oh, j'adore. Pourquoi faire ça, Déjà techniquement, on est au-dessus de la plupart des studios. Et puis artistiquement, il y a toute la recherche qui a été faite sur le chara-design. Le design des personnages, il est magnifique. Il va falloir beaucoup d'essais aux équipes pour en arriver à l'ogre qu'on connaît. Beaucoup de gens l'ont comparé à Maurice Tillet. Maurice, c'est un catcheur français avec une carrure très spéciale. Et c'est vrai qu'il y a une petite ressemblance, mais les studios n'ont jamais rien confirmé. Par contre, il est presque certain que la silhouette de l'acteur Chris Farley est l'une des inspirations du personnage. Alors pourquoi ? Parce que Chris Farley, c'est tout simplement l'acteur qui devait doubler Shrek. People see me and they go, "Ah! Help! A big, stupid, stinky, smelly, ugly ogre!" Il avait déjà enregistré la majorité des dialogues, mais malheureusement, il est décédé durant le développement du film. Et c'est un véritable drame pour les studios qui se reposent beaucoup sur son charisme pour porter le film. Après 1 an de galère, c'est finalement le britannico-canadien Mike Myers, la star d'Austin Powers, qui lui succède. Il va improviser la plupart des dialogues et ça fonctionne. Shrek sort au cinéma au début des années 2000 et renverse tout sur son passage. Katzenberg et sa troupe ont bien fait d'y croire jusqu'au bout. C'est pas seulement un succès pour DreamWorks, c'est un phénomène mondial. Shrek, je pense que vous l'avez tous vu, mais en gros, ça raconte l'histoire d'un ogre grincheux et solitaire qui se retrouve obligé d'aller secourir une princesse, Fiona. Et il y va avec l'aide d'un âne hyper bavard. Et c'est pour ça qu'on doit se serrer les coudes. Garde-moi! Pitié! Pitié! Je te garde! Mais une nuit et tu t'en vas. Ah! C'est frais, c'est hilarant, c'est décalé, et c'est l'anti-conte de fées par excellence. Shrek, Fiona et l'âne, ils ont littéralement sauvé DreamWorks. Le studio est enfin rentable, et pour fêter tout ça... And the Oscar goes to Shrek, Aaron Warner. C'est une victoire d'autant plus savoureuse, puisqu'il remporte l'Oscar face à Monstres et compagnie de Pixar et Disney. Ça, c'est la consécration. Katzenberg a réussi son pari, faire mieux que Disney. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a pu le faire tout en se foutant de la gueule de son ancien mentor, Michael Eisner. Oui, parce que Lord Farquaad, le méchant du film, c'est une parodie de Michael Eisner. Et vous aurez remarqué qu'il y a énormément de tacles envers Disney dans ce film. Alors voilà, la boucle est bouclée. Et ces petits détails-là, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur les détails cachés de Shrek. Allez la voir si ça n'est pas encore fait. En tout cas, si ça marche autant, c'est parce qu'avec Shrek, DreamWorks trouve enfin son ton, sa patte, son petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est l'insolence. Avec Shrek, DreamWorks ringardise carrément Disney. Parce que Shrek, c'est un humour cynique familier, avec des tas de références à la pop culture qui parlent autant aux enfants qu'aux parents. Et jusqu'à présent, ce genre d'humour, on le retrouvait plutôt à la télé, dans les Simpsons par exemple. Je vous ai aussi parlé de l'histoire des Simpsons, je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais avec Shrek, cette familiarité, elle arrive sur grand écran. Et puis évidemment, avec Shrek, DreamWorks se lâche. Dès la première scène, Shrek utilise les pages d'un conte de fées en guise de PQ. Voilà, ça donne tout de suite le ton. La cible, c'est Disney, frérot. Et puis il y a cette bande originale qui accompagne le film. Voilà, ce sera tout. La BO, elle est composée de plein de chansons déjà connues. Et ça, ça apporte de la fraîcheur et de la modernité au film. Chez Disney, il n'y a pas ça. Et c'est encore plus vrai dans Shrek 2. Évidemment qu'après un tel succès, il faut une suite. Et dès l'écriture de Shrek, les scénaristes du film savaient qu'il y allait avoir une suite. La suite sort 3 ans plus tard,
et elle va encore mieux marcher que le premier film. En réalité, elle marche presque 2 fois mieux. C'est encore une fois un véritable carton et ça reste aujourd'hui le plus gros succès du studio. Et c'est normal parce que cette suite, elle fait honneur à tout ce qu'on aime dans Shrek. On retrouve l'alchimie entre les personnages, le fantastique, la vulgarité et l'humour. Tout ce qui fait la magie du premier film est de retour, en y ajoutant des personnages géniaux comme Marraine la Bonne Fée ou le Chapeauté par exemple. Anudé l'ogre, grand mon père vengeur. Je suis le chat. Poté. Et oui, la BO du 2, elle est encore mieux. Écoutez. Hop, voilà, merci. Je sais que c'est frustrant, désolé. En tout cas, Shrek va rapporter beaucoup au studio. Avec ses suites, bien sûr, mais aussi avec son spin-off, le Chapeauté. Dans ce film, on découvre l'histoire de ce légendaire chat latino. S'il vous plaît. Bien avant qu'il ne croise la route de Shrek. Et pour que ce spin-off gagne en cohérence, eh bien c'est un Mexicain qui va coproduire le film. Il s'agit du réalisateur Guillermo del Toro. How mythically, how he became the superhero we love. You know, the man of the people. You know, the rescuer, the gallant caballero. Guillermo del Toro, c'est le réalisateur du Labyrinthe de Pan, de La Forme de l'eau. C'est un grand nom du genre fantastique et immense passionné d'animation. Et qui d'ailleurs prêtera aussi sa voix dans le film. La voix de lui là, Moustache Man. We have seen them. Eh bien c'est Guillermo del Toro. Voilà, pour la petite anecdote. Guillermo del Toro va vraiment mettre sa patte dans l'univers du Chapeauté. Et c'est en partie pour ça que les Chapeautés sont exceptionnels. L'univers de Shrek va rapporter beaucoup à DreamWorks, ce qui va leur permettre de se développer et de concevoir une nouvelle saga qu'on a tendance parfois à oublier, celle de Madagascar. Une bonne BO, une bonne dose d'humour, des personnages hauts en couleur, ça tâche trop facilement. Il y a tout ce qu'il faut dans Madagascar. Marty, et dans Alex le lion. On suit Alex le lion, et Marty le zèbre, Melman la girafe et Gloria l'hippopotame. Je l'ai pas vu stars ces années, mais... du zoo de Central Park à New York qui vont s'enfuir un peu malgré eux et se retrouver à Madagascar. Et en fait, avec ce film, Jeffrey Katzenberg, il a envie de faire voyager les spectateurs, de leur faire découvrir un endroit qui leur est complètement inconnu. Vraiment banger. Madagascar, c'est un film coloré, pétillant, qui nous parle de découverte et qui nous pousse à sortir de notre zone de confort. Ce film, il nécessite 3 ans de production, une équipe de 250 personnes, et là encore, le casting est dingue. Ben Stiller, Chris Rock, Jada Smith, David Schwimmer, et puis avoir de si bons acteurs pour faire les voix de ces personnages, ça les rend encore plus drôles. Et ce qui rend aussi ce film très marrant, c'est qu'il s'inspire des cartoons de Tex Avery, genre Bugs Bunny ou Daffy Duck. Le style graphique de Madagascar, il est quand même assez délirant. Des personnages caricaturaux avec une morphologie facilement modulable pour créer des expressions du visage improbables et des postures impossibles. On est dans le cartoon quoi, clairement. Et pour imaginer les personnages, les équipes les ont d'abord créés en pâte à modeler, justement pour pouvoir s'amuser avec les formes. Mais avec ce film, une fois de plus, on se demande un petit peu qui a copié qui entre DreamWorks et Disney. Ah oui, mais parce que depuis Fourmise et Mille et une pattes, ça s'arrête pas. 1 an plus tard, du côté de chez Disney, sort The Wild. Et voici quelques images. Voilà. Hop. Voilà. En tout cas, c'est bien Madagascar qui va tout rafler, c'est un coup dur pour Disney. C'est un joli succès, donc forcément, il va y avoir un second film, puis un 3e. Et on garde la même recette que pour Shrek et le Chapeauté. Pourquoi ne pas produire aussi un spin-off avec les pingouins de Madagascar? Mais souvent, quand on parle des piliers de DreamWorks, on parle pas vraiment de Madagascar. On parle de Shrek, bien sûr, mais aussi de 2 autres sagas. Et avant de vous partager leurs histoires, j'aimerais vous présenter Boudouni Studio, qui sont mes propres studios avec lesquels on va produire, entre autres, de l'animation. Et aujourd'hui, on est ravis de lancer notre tout premier projet, Retro Goblin. Retro Goblins. Ah, c'est ça, lui. C'est un voyage nostalgique dans les années 90-2000, à travers lequel on va rencontrer ces créatures, les Retro Goblins. Comme nous à cette époque, ils passent leur temps à discuter sur MSN. Ils s'amusent à enfoncer la mine du critérium dans le bras. Ils font quelques games de flipper. Ils sautent de joie quand ils découvrent le jouet dans les céréales. Et aussi regardent des dessins animés comme Dragon Ball Z ou Pokémon. D'abord, ce sera en format court, shorts, reels, TikTok, tout ça. Et puis si vous aimez leur univers, alors dans ce cas-là, on produira des projets plus ambitieux. Mais là, tout de suite, vous pouvez les retrouver sur YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat, Facebook, partout.
Alors les vidéos seront en anglais, mais ne vous en faites pas, ça reste du contenu très visuel. Et plus généralement, en ce qui concerne Budooni Studio, on ne se limite pas qu'à l'animation. Moi j'ai envie d'aller explorer plein de choses, que ce soit des courts-métrages, longs-métrages, séries en live action. Et à côté de ça, on développe aussi des projets d'édition. BD, manga, romans, webtoon, et aussi on recrute. Que ce soit des auteurs, des monteuses, des réalisateurs, des animatrices 2D, 3D, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine créatif, vous êtes toutes et tous la bienvenue. On embauche pour des CDD, des CDI, du freelance, intermittent, et on accueille aussi les jeunes diplômés. Voilà, vous êtes la bienvenue, il vous suffit juste de remplir le formulaire qui se trouve en description. Et enfin, je vous tiendrai informé régulièrement de l'évolution de ces studios. En attendant, si vous êtes nostalgique des années 90-2000, eh bien venez découvrir les Rétro Gobelins. Allez vous abonner dès maintenant pour faire partie des premiers à suivre le projet. Maintenant, revenons à ceux qui nous inspirent. Ok, donc c'est donc ça qu'il avait mis dans cette DreamWorks description, je sort pas. une nouvelle histoire. Cette histoire, c'est celle de Po. C'est un panda qui travaille dans un restaurant de nouilles avec son père qui est une oie. Enfin, un jar, c'est le mâle de l'oie. Voilà. Po, il est lent, il est maladroit, mais il est fan de Kung Fu. Oh, wow. Et il va être désigné pour apprendre cet art martial et défendre sa vallée d'un méchant léopard de neige. Ce film, c'est Kung Fu Panda. C'est un parfait mélange entre une comédie et un film de Kung Fu dans les règles de l'art. Sauf qu'à la place d'un Bruce Lee, eh bien c'est un panda. John Stevenson, qui co-réalise le film, il tient absolument à en faire un vrai film d'arts martiaux. Alors vraiment, il pousse ses équipes à prendre les scènes d'action au sérieux. L'idée, là, c'est d'être le plus réaliste possible. Même si on est américain, on veut faire un film qui respecte l'art du Kung Fu. Et Mark Osborne, le deuxième réalisateur du film, il va insister pour que Jack Black, qui interprète Po, et Dustin Hoffman, qui interprète Maître Shifu, enregistrent les voix ensemble dans la même pièce. À cette époque, c'était une pratique qui était plutôt rare dans le monde du doublage de films d'animation. Et c'est hyper bénéfique au film, ça se sent à l'écran. Le film est plus vivant. En plus du détail apporté aux scènes de Kung Fu, les paysages et les décors sont hyper réalistes. Et parfois, ça ressemble vraiment à des peintures chinoises. Il y a même des références, comme par exemple ces deux personnages secondaires là, Keiji et Junior Shaw, comme Shaw Brothers, c'est l'une des plus grandes sociétés de production hongkongaises de films de Kung Fu. Un autre hommage là, le restaurant de nouilles où travaille Po, le Golden Harvest Noodle Restaurant, eh bien ça fait référence au Golden Harvest, qui est là aussi un studio spécialisé dans les films de Kung Fu des années 70 et 80. Genre La Fureur du Dragon avec Bruce Lee. Et vas-y, si vous voulez, on fera une vidéo sur les détails cachés de Kung Fu Panda. Voilà, vous me le dites dans les commentaires et ça part. Toute cette authenticité, ça parle au public chinois qui va se précipiter dans les salles. Et bien sûr, ça casse la tête aux autorités chinoises. Déjà, certains conservateurs considèrent que le film est une insulte aux pandas, qui sont des animaux vénérés en Chine. Mais surtout, le film fait rayonner la culture chinoise à l'international. C'est génial, c'est trop bien. Sauf que le film, il est américain. Et ça, pour le gouvernement chinois, ça lui plaît moyen. En tout cas, il n'y a pas que le public chinois qui se précipite en salle. Le film inspire, il transmet un message réconfortant de positivité et d'acceptation qui touche tout le monde. Lorsque tu te concentres sur ton kung-fu, lorsque tu t'appliques, t'es nul. Résultat, Kung Fu Panda devient l'un des plus gros succès de DreamWorks et il fait même partie du top 50 des films d'animation au box-office mondial. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, dans les studios de DreamWorks, on entend un gros soupir de soulagement. Parce que l'année d'avant, la boîte a essuyé un échec assez violent avec le film B-Movie. C'était pas simple, mais le studio se relève. La seule ombre j'ai vu ça du tableau, c'est David Geffen, l'un des 3 fondateurs du studio qui décide de quitter le navire, un peu après la sortie de Kung Fu Panda, parce qu'il est fatigué de travailler dans le cinéma. Voilà, bon, salut David, et merci pour tout. Quant à la saga Kung Fu Panda, elle continue avec un deuxième opus, qui est encore plus abouti que le premier et qui est réalisé par une femme, Jennifer Yu Nelson. Jennifer Yu Nelson, elle va aussi co-réaliser Kung Fu Panda 3, qui sortira 5 ans plus tard, et qui a la particularité d'avoir été co-créé avec un studio de DreamWorks fondé à Shanghai, l'Oriental DreamWorks. Et c'est un petit peu important ça parce que ça fait de Kung Fu Panda 3 le premier film d'animation américain coproduit avec une entreprise chinoise. Jusqu'ici la licence est consistante, et même avec le 4 sorti plus récemment, on ne se lasse pas des personnages. L'équilibre est toujours là, entre l'humour et les moments touchants. Po continue d'émouvoir et on en découvre toujours plus sur la fascinante culture chinoise qui berce tout l'univers du film. Alors, je vous ai parlé de Shrek, je vous ai parlé de Madagascar, de Kung Fu Panda, il manque Dragon. Je sais pas...
Et Dragon, c'est un film intéressant parce qu'il dévoile une autre facette de DreamWorks, plus épique que humoristique. How to Train Your Dragon, c'est une série de livres pour enfants écrite par Cressida Cowell, et ça n'est qu'un an après sa sortie que le studio DreamWorks Animation acquiert les droits. Et cette fois, ça n'est ni Jeffrey Katzenberg ni Steven Spielberg qui en a eu l'idée, mais c'est cette dame, Bonnie Arnold, qui est une immense productrice. Elle a été chez les studios Disney Animation, elle a bossé sur Toy Story avec Pixar, et là, elle rachète les droits du livre How to Train Your Dragon pour le compte de DreamWorks. Cette dame, c'est une reine de l'animation. Dragon, c'est l'histoire de Harold, un jeune viking très peu à l'aise dans sa tribu ultra virile, où le sport national, c'est de combattre des dragons. Alors lui, il va devenir ami avec un dragon, et cette amitié va bouleverser sa vie. Le film est un peu plus sombre que les précédents films du studio, mais il plaît tout autant au public. Et faut dire aussi que les animations sont vraiment réussies. C'est magnifique, Dragon. La production dure 3 ans et demi, et on retrouve le souci du détail des équipes de DreamWorks. Ils vont par exemple faire appel à un ornithologue, un spécialiste des oiseaux, pour vérifier que les scènes de voltige sont cohérentes. De toute façon, pour ce genre de projet, la cohérence est la clé. L'objectif des studios, c'est de montrer qu'au niveau animation, ils sont techniquement irréprochables, même sans le budget de Disney. Sur Dragon, les scénaristes ont aussi tenté de s'éloigner un peu de l'humour pur et simple, en proposant plutôt une aventure épique et dramatique. Avec Dragon, le studio élargit son public. Parce qu'on a tous envie d'avoir un croque-mou près de nous. En tout cas, le travail de tous les artistes du studio a fini par payer, parce que Dragon est un immense succès. Les 2e et 3e films sortent au cinéma, et on est toujours aussi heureux de retrouver ces personnages, de les suivre dans leurs aventures pour découvrir le monde incroyable des dragons dans des décors époustouflants. Et jusqu'ici, c'est la dernière licence Made in DreamWorks à avoir connu un tel succès. Alors il y a eu d'autres séries de films depuis, genre Les Croods, qui a aussi connu son petit succès. On y retrouve toujours les points forts du studio, l'animation, toujours au top, l'humour, toujours présent. Pile ou face? Pile. Le scénario aussi, c'est plutôt bon, c'est un film familial, chaleureux, mais ça ne suffit pas. Face aux attentes et aux besoins du studio, on peut pas dire que le film ait réellement marché. Et ça, même si on aime les Croods, ils le savent en interne. Le vent commence à tourner, la recette miracle de Katzenberg ne marche plus. Et malgré ses immenses succès, financièrement, le studio n'est plus stable. Après 20 ans d'existence, DreamWorks Animation, qui avait rêvé d'être indépendant toute sa vie, est finalement racheté par un énorme groupe de médias américains, Comcast. L'idée de Comcast, c'est de rapprocher son propre studio d'animation, le studio Illumination, que vous devez connaître, des équipes et du savoir-faire de DreamWorks. Illumination, c'est un studio assez jeune, c'est créé dans les années 2000, par un producteur hyper connu qui est aussi passé par Disney, Chris Meledandri. Et comme vous pouvez le remarquer dans le background de cette interview, c'est à ce studio, Illumination, qu'on doit Moi Moche et Méchant, Les Mignons, Comme des Bêtes, Tous en scène ou encore Super Mario Bros le film, l'un des plus gros cartons du box-office 2023. Et comme d'hab, si ça vous chauffe, je vous raconterai l'histoire de ce fabuleux studio. En plus, une partie de l'équipe est en France, c'est plutôt intéressant. Entre DreamWorks et Illumination, il y a des liens évidents. C'est d'animation 3D, c'est drôle, c'est plein de refs, et ça plaît autant aux enfants qu'aux adultes. Alors en rapprochant les deux, Comcast espère augmenter son impact dans le monde de l'animation, et pour Jeffrey Katzenberg, c'est aussi l'occasion d'offrir une seconde vie au studio avant de lui dire au revoir. Et oui, parce qu'il en profite pour quitter le navire, à ce moment-là il est dans la soixantaine, et il confie la barre à Chris Meledandri, le créateur et le patron d'Illumination. Pour essayer de retrouver le succès de Shrek, Kung Fu Panda ou encore Dragon, DreamWorks mise sur les trolls. Alors le concept est simple, ils reprennent des figurines hyper populaires des années 80 à 90 pour raconter l'histoire de petites créatures fluo et magiques et qui adorent chanter. Les Trolls, c'est un film pétillant, enchanteur. À nouveau, on compte sur un casting de luxe. On retrouve le chanteur américain Justin Timberlake qui incarne Branch, le héros, et dans la VF, Branch, c'est Matt Pokora. Justin Timberlake, il supervise aussi la musique du film et il sort Can't Stop the Feeling, la chanson emblématique des Trolls. Et cette chanson reçoit un Grammy Award. And the Grammy goes to Can't Stop the Feeling by Max Martin, Shellback, Justin Timberlake. En revanche, pour la suite, ça va pas vraiment marcher. Et pareil pour Baby Boss, sorti l'année suivante. Le film est fantaisiste, original et émouvant, comme toujours avec DreamWorks. L'animation est sublime, alors évidemment, il rencontre son succès. Malheureusement, le film a aussi des défauts. Son scénario est jugé un petit peu trop prévisible et trop complexe pour les plus petits.
Alors ça ne suffit pas pour que son public retourne en salle voir Baby Boss 2, qui flop d'ailleurs, victime des mêmes défauts. Et oui, le studio a produit beaucoup de films. On peut pas rentrer dans les moindres détails de chacun, mais peu viennent définir réellement l'histoire du studio. Par contre, tous ces films, cette diversité de films, elle montre un truc important. C'est le goût de l'expérimentation. Dès le début de la création de son studio, Jeffrey Katzenberg ne s'interdit rien. Il demande à ses équipes d'oser, d'essayer des styles différents, drôles, épiques, dramatiques, plus fantastiques. Vraiment, dans la bibliothèque DreamWorks, il y en a pour tous les goûts. Bah ouais, Alors c'est normal que ça ne fonctionne pas toujours, c'est le jeu. On essaie, et parfois, souvent même, on se loupe. Et chez DreamWorks, c'est comme ça. On échoue, on apprend, et on essaie autre chose. En disant ça, par exemple, je pense à Gang de requins. C'est un film qui est sorti plus tôt dans l'histoire du studio, réalisé par Vicky Jenson d'ailleurs, la réalisatrice de Shrek. Et ce film, il avait du potentiel. Les personnages sont des poissons, il est drôle, c'est décalé, il fait rire autant les parents que les enfants, mais problème de taille, les tout petits n'y comprennent rien. Et puis autre problème plus important cette fois, c'est difficile d'oublier le film Pixar sorti l'année précédente. Le territoire des océans dans le domaine de l'animation s'est dominé par le monde de Nemo à ce moment-là. Alors même s'il reste un succès commercial et qu'il a du potentiel, Gang de requins c'est pas celui qu'on retient. 2 ans plus tard, DreamWorks sort un autre film qui aura aussi un petit succès quand même, c'est Nos voisins les hommes, une critique de la société de surconsommation. Et si presque 20 ans plus tard le sujet est plus que jamais d'actualité, eh bien le film quant à lui, on l'a oublié. Et il y aura aussi Monstres contre Aliens, Megamind ou encore Les 5 légendes. Et alors celui-là, attention, il définit le mot flop. Ce film, il plombe méchamment les comptes de DreamWorks, ce qui entraînera des licenciements. Et pour vous donner l'ampleur du truc, certains comparent même l'échec du film à celui de John Carter de Disney. John Carter de Disney, vous connaissez pas, c'est normal, c'est connu pour être un bide stratosphérique. Et Turbo, ça doit vous dire un truc, Turbo. C'est l'histoire d'un jeune escargot qui rêve de devenir le mollusque le plus rapide du monde. C'est un film issu d'un concours de pitch lancé aux animateurs du studio. Alors le pitch est bon, hein, il est high concept, tout ce que vous voulez, mais le film est sans surprise. Et les persos sont creux. Et même problème que pour Gang de requins, les gens comparent l'univers du film avec celui de Cars, le film de Pixar. Alors Turbo, flop, et encore une fois, DreamWorks perd de l'argent. Mais la liste est longue, hein, je vous l'ai dit, il y a encore Mr. Peabody et Sherman. Ça, c'est un autre film, ça s'appelle En route, et on peut pas vraiment dire que ce soit des films hyper marquants, ni pour le public, ni pour le studio DreamWorks. Tous ces échecs nous mènent à nouveau vers un licenciement, cette fois c'est 500 personnes qui se font virer. Le rythme et les budgets des films baissent, là au studio, c'est la crise. Alors ils tentent un truc avec Captain Super Sleep et Abominable, mais les deux flopent encore une fois, et bien comme il faut. Là, c'est un véritable drame pour DreamWorks qui n'a plus le choix. S'ils ne se réinventent pas, c'est la fin. Ajoutez à ça le Covid qui aurait pu achever le studio, sauf que non, la pandémie est finalement contrôlée et DreamWorks se relève. On est en 2022 et ils sortent enfin un super film, Les Bad Guys. Les Bad Guys, c'est drôle, c'est original, c'est dynamique, ça cartonne. Et le studio reste sur sa lancée avec Le Chapeauté 2, qui sort la même année. La suite du spin-off de Shrek, 11 ans après le premier. Et alors, forcément, dès qu'on retrouve la saga phare de DreamWorks, ça pète les scores. Alors, au-delà que ce film est particulièrement bon, mention spéciale pour ce méchant fantastique, ça met quand même en lumière la principale faiblesse de DreamWorks. Pour survivre, DreamWorks a encore besoin de ses anciennes licences. Leurs nouvelles créations ne séduisent pas autant le public. Dommage, la preuve à l'été 2023 avec Ruby, l'ado Kraken. Ce film, c'est le plus gros flop de l'histoire du studio. Et là, on replonge en enfer, le studio annonce de nouveaux licenciements. Alors dans ce contexte, DreamWorks travaille de plus en plus avec des boîtes externes. Elles sont moins chères, mais aussi moins concernées par les films qu'elles produisent. Alors l'identité de DreamWorks commence à se diluer, et aujourd'hui on a un peu peur que le studio perde son âme pour de bon. Ouais, c'est ça en fait. Bon ok, je dramatise un petit peu y a pas vraiment pour YouTube et tout, mais en vérité tout n'est pas perdu puisque DreamWorks a décidé de se recentrer sur ce qu'il sait faire de mieux. Déjà il y a eu un 4e opus de Kung Fu Panda, 8 ans après le 3e, et c'est la même pour Madagascar, un 4 est prévu, 12 ans après le numéro 3, un 5e opus de Shrek, 16 ans après le 4e, prévu pour le 1er juillet 2026, et même Dragon 4 en live action. Au moment où je tourne cette vidéo, là c'est en tournage. Ça c'est une dinguerie. Ajoutez à ça un nouveau spin-off de Shrek sur le personnage de l'âne, qui a été annoncé. Et ça c'est tout ce qu'on veut, merci DreamWorks. Alors même si ça redonne un peu d'espoir, le rêve de Jeffrey Katzenberg de voir DreamWorks remplacer Disney, ouais c'est pas pour tout de suite. Autour de Disney, il y a une aura et toute une légende. Walt Disney, c'est les premiers pas du cinéma d'animation. C'est les produits dérivés, c'est les parcs d'attractions. Ah ouais, c'est ça. Quand on pense dessin animé, on pensera toujours à Disney.
Mais attention, DreamWorks en a encore dans le ventre. Même sans Katzenberg, même sans Geffen et avec un Spielberg qui n'est plus trop impliqué dans le quotidien du studio, il y a des talents qui vadrouillent dans le monde de l'animation et qui peut-être un jour offriront une véritable renaissance au studio. C'est dommage qu'il y a beaucoup de flops. Bonjour. Stitch. Je m'appelle Stitch. Je m'appelle Stitch. Waouh. Vous avez probablement vas-y, tous frère, vu c'est bon, arrêtez de Lilo et forcer Stitch. sur le scope, Eh bien, le là. créateur Oh. de Lilo et Stitch, c'est aussi le réalisateur de Dragon, d'où la ressemblance des deux bêtes, d'ailleurs, je viens de capter. Il s'appelle Chris Sanders, et au moment où je tourne cette vidéo, il vient tout juste de terminer son prochain film DreamWorks, c'est Le Robot Sauvage. C'est un flop ou pas ça? Bonjour. J'ai eu la chance de le découvrir au Festival d'Annecy, et j'espère que ce sera ce film qui relancera la machine à rêve DreamWorks. En tout cas, malgré des hauts et des bas, DreamWorks reste l'un des meilleurs studios d'animation du monde, et faut pas minimiser ce rôle non plus. Ce studio a redéfini des codes de l'animation et ça fait maintenant 25 ans qu'il nous fait rire, réfléchir et rêver. Et peu peuvent en dire autant. On n'a pas encore le fin mot de l'histoire, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut surtout pas ignorer son rêve. Même s'il est trop ambitieux, c'est pas grave. Il y aura toujours de bons résultats, qui auront de grandes chances de changer le cours de votre vie. Dommage que ça Alors flop, rien les que pour autres- ça, les autres merci trucs. DreamWorks, et s'il te plaît, tiens le coup comme tu as su le faire à chaque fois. Et quant à nous, je vous invite à aller découvrir le projet Retro Goblins qui est disponible sur YouTube et partout ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve très vite sur YouTube. Ciao. Mais je vais les mettre pause. Ok. Bah ouais, c'est... Ouais, ok, ouais. Bon, comme il disait, c'était mon triste de voir en fait qu'il y a... qu'ils ont pu faire plein de fêtes de dessins animés qui ont floppé, quoi, malheureusement, alors que je suis sûr que c'est des bons, tu vois. En fait, c'est juste que les gens... ils sont trop, je pense, ils ont trop voulu comparer en fait Disney et tout avec DreamWorks. Et même l'ADN DreamWorks, tu vois, ils ont voulu faire, je pense, ils sont trop éparpillés, ils jouent que sur leurs recettes. Donc en vrai, malheureusement, mais c'est dommage, ouais, tous ces flops et tout, c'est quand même assez triste. Mais la vidéo était très très bonne, en tout cas, vraiment, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé la vidéo.